C'était il y a 10 jours, dimanche 5 septembre, le destin des Guinéens allait basculer avec l'arrestation d'Alpha Condé. Un coup d'État militaire qui a mis un terme aux 11 ans de règne du premier président élu démocratiquement en Guinée. Alpha Condé, c'était un opposant historique aux régimes dictatoriaux qui a fini par devenir comme ses anciens adversaires. Depuis sa réélection controversée pour un troisième mandat en octobre 2020, sa popularité n'a cessé de s'effriter, d'où les nombreuses scènes de liesse dans le pays le jour de son arrestation. Mais comment en est-on arrivé là? Quel avenir attend le pays désormais aux mains de la junte militaire? Avec nous pour en parler, Thomas Dietrich, journaliste aux médias qui connaît très bien l'Afrique subsaharienne. Salut Thomas, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce dimanche 5 septembre, l'armée décide de mettre un terme à la domination politique d'Alpha Condé quelque part et le place en état d'arrestation? Ça faisait longtemps que le pouvoir d'Alpha Condé était fragile. Normalement, il n'aurait pas dû faire de troisième mandat, il aurait dû partir au bout de 2 mandats, comme la constitution de son pays le prévoyait, mais comme un grand nombre d'autocrates, il a décidé de modifier la constitution pour pouvoir faire un troisième mandat. Et ça a occasionné un grand mouvement de contestation à travers tout le pays. Quand j'y étais, il y avait des manifestations qui rassemblaient près d'1 million de personnes contre cette forfaiture, ce putsch constitutionnel, et il y a eu une répression terrible, puisque Alpha Condé a envoyé les militaires, les forces de l'ordre, tirer sur la population, sur des gamins désarmés, occasionnant des dizaines et des dizaines de morts. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, il y a eu plus de 400 civils qui ont été tués lors de manifestations par les forces de l'ordre. Et Alpha Condé, malgré cette contestation, a réussi à perpétrer son putsch constitutionnel, à modifier la Constitution, à se faire réélire pour un troisième mandat de manière très douteuse, mais il n'en reste pas moins que son pouvoir était très fragile, très contesté, et finalement, pour un différend entre lui et son patron des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, un coup d'État était perpétré par ce dernier, qui est un ancien légionnaire, qui a été formé en France, qui est revenu en Guinée à l'appel d'Alpha Condé, et qui finalement a fini par trahir son maître et par prendre le pouvoir le 5 septembre. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule, quelque chose qui a fait que les choses se sont accélérées ou c'est vraiment juste une accumulation depuis justement sa réélection? Alors, il semblerait que Alpha Condé se soit fâché avec Mamadi Doumbouya, qu'il ait voulu le faire arrêter, et finalement Mamadi Doumbouya, sentant le danger pesé sur lui, a pris les devants et a arrêté Alpha Condé. D'ailleurs, il y a eu des combats assez violents entre les forces spéciales de Doumbouya et des militaires qui étaient restés loyaux à Alpha Condé. Il y a eu plusieurs dizaines de morts et finalement, les forces spéciales, les putschistes ont pris le dessus et ont renversé Alpha Condé. Donc évidemment, il ne faut jamais se réjouir d'un putsch militaire, mais personne ne regrettera Alpha Condé et surtout pas la population de Guinée. Tu parlais des scènes de liesse qu'il y a eu dans la rue, c'est à la mesure de l'espoir et de la déception qu'a suscité Alpha Condé. Parce que tu l'as rappelé, en 2010, c'était un opposant historique qui est arrivé au pouvoir, un opposant qui avait fait de la prison, qui avait été condamné à mort, qui incarnait vraiment un espoir pour la population guinéenne, qui avait été élu, d'ailleurs avec le soutien de son ami Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères. Mais très vite, on s'est rendu compte que celui qu'on surnommait Mandela, en fait, n'était pas le démocrate espéré. Très vite, il s'est accaparé tous les leviers du pouvoir, il a confisqué toutes les rentes dont le pays bénéficie. La Guinée est vraiment un scandale géologique. Il y a la bauxite, on y reviendra tout à l'heure, il y a la plus grande mine de fer d'Afrique, il y a l'or, le diamant, donc des richesses énormes. Et pourtant, il y a un Guinéen sur 2 qui continue à vivre avec moins d'1 euro par jour, pas de route, pas d'électricité, système de santé et d'éducation défaillant. Donc finalement, la population a fini par se révolter contre ce démocrate qui était devenu un despote. Justement, il y avait aussi un contexte économique et social particulier quand même dans le pays. Il y a eu une hausse de plusieurs taxes en juillet sur le prix de l'essence aussi. Ça a contribué, ça aussi, à faire pencher la balance? Oui, c'est-à-dire que les militaires ont capté la colère populaire. C'est vrai que la contestation massive qu'on a connue fin 2019 et en 2020 s'était effritée, mais il n'en restait pas moins qu'il y avait une grogne dans le pays, une grogne de l'ensemble de la population. En 2010, quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il y avait une production de bauxite. La Guinée a la moitié des réserves mondiales de bauxite et le 3e producteur mondial de seuls 10 millions de tonnes. Aujourd'hui, on a 80 millions de tonnes, donc on a multiplié par 8 cette production. Mais les Guinéens n'ont jamais rien vu des richesses de leur sous-sol, de ce qui les appartient. Tout est parti dans des comptes offshore, chez des oligarques chinois, français, et dans les poches
du clan au pouvoir et notamment d'Alpha Condé. Les militaires ont su canaliser la contestation, en fait finalement un peuple qui n'avait qu'une hâte, c'était de voir partir le tyran. À ce contexte justement économique qui était quand même très compliqué, il y a aussi un contexte régional. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contexte régional qui a encouragé un peu ce putsch quand on pense par exemple au Mali ou encore au Tchad plus récemment? En avril 2021, donc en avril dernier, tout le monde sait que le président tchadien Idriss Déby est mort, tué dans des circonstances troubles, et que Emmanuel Macron, le président français, a favorisé la succession, a favorisé le putsch, a installé son fils au pouvoir. Ça a ouvert une véritable boîte de Pandore. Ça veut dire, on a dit que peu importe les constitutions, peu importe les élections, peu importe le choix des peuples, ce qu'il compte finalement, c'est d'être dans les bonnes grâces de Paris ou de quelque puissance que ce soit. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires en Afrique qui se sentent un peu libérés, qui se sentent capables de perpétrer des putschs. On l'a vu au Mali, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir. Et finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron au Tchad, ça risque de créer un précédent très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a tous les troufions galonnés d'Afrique qui risquent de vouloir prendre le pouvoir et qui ne voudront pas rendre. Parce que la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas de faire partir Alpha Condé. Je pense que tout le monde est soulagé et que ce soit Mamadi Doumbouya ou un autre qui l'ait fait, je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour la Guinée. Mais la question reste à savoir, quand les militaires vont-ils rendre le pouvoir, vont-ils permettre des élections? Il y a des consultations qui vont être ouvertes, il y a une période de transition qui va être plus ou moins longue, mais en tout cas, il est clair que, comme au Mali ou au Tchad, peut-être que les militaires sont venus pour ne pas rendre le pouvoir et pour le garder pendant plusieurs années. Justement, c'est toute la question. Depuis 10 jours, c'est donc le CNRD, donc le Comité national du rassemblement et du développement, et son chef Mamadi Doumbouya, qui dirige le pays. Donc c'est la junte militaire qui a renversé Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on sait de leurs intentions, justement, sur la transition? Est-ce qu'ils sont plutôt pour une transition vers un gouvernement civil? Où est-ce qu'on en est actuellement? C'est vrai que Mamadi Doumbouya fait partie du Sérail, c'est un des hommes d'Alpha Condé. Ces forces spéciales ont été notamment utilisées dans le cadre de la terrible répression qu'il y a eu contre les manifestants contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Moi, je me souviens, j'étais en reportage en Guinée l'année dernière avant d'être expulsé. J'étais notamment à Labé, c'était des gamins qu'on tuait à balles réelles. L'armée sortait dans la rue, tirait sur des gamins de 15-16 ans. Et je me souviens d'une interview avec le gouverneur de l'Abbé, Madi Diané, qui était un proche d'Alpha Condé, et qui disait « Oui, mais on aurait préféré les arrêter plutôt que de les tuer, mais bon, finalement, on les a tués. » Donc ils reconnaissaient leurs crimes. D'ailleurs, il y a aujourd'hui plusieurs plaintes qui sont déposées à la Cour pénale internationale contre Alpha Condé pour crimes contre l'humanité. On verra ce que le nouveau procureur décide, mais il est fort possible qu'il y ait des suites internationales et qu'Alpha Condé, à un moment, soit amené devant un tribunal pour répondre de ces crimes. Mais au-delà de cette question-là, c'est vrai que Mamadi Doumbouya a donné des signaux plutôt positifs. Il a libéré les prisonniers politiques, qui étaient plusieurs centaines, 700 prisonniers politiques qui croupissaient dans les geôles d'Alpha Condé. Moi, j'ai un ami qui était un des leaders du Front national de défense de la Constitution, Oumar Silla, donc qui était à la tête de la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Il était malade, mourant, il avait eu un infarctus, pourtant il est plutôt jeune, et il m'appelait discrètement de l'hôpital où il était ou de la prison dans laquelle on le ramenait toujours. Et Alpha Condé le tenait, il ne voulait pas le lâcher. Il allait le laisser mourir en prison, comme d'autres d'ailleurs sont morts en prison. Et en fait, finalement, le coup d'État, pour ces gens-là, a été un véritable soulagement. Donc aujourd'hui, il y a des concertations qui vont être menées. Bon, c'est entre Guinéens, avec les partis politiques, ce Front national de défense de la Constitution qui a mené la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. On verra ce que ça donne. Je pense que la position du Front national, qui était de dire que ce que les militaires ont fait est bien, mais nous resterons attentifs à qu'on rende le pouvoir au peuple guinéen et que le peuple guinéen soit libre de son choix et de son destin et puisse décider qui va le gouverner à travers des élections, je pense que c'est quelque chose de très important. Il y a un autre acteur dans cette crise, c'est la communauté internationale. Donc on a d'un côté les organisations africaines avec donc la CEDEAO et l'Union africaine et aussi l'ONU. Ces acteurs, ils sont plutôt tous d'accord pour condamner ce coup d'État. Est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale est un peu en décalage avec justement la population guinéenne qui était plutôt essorée au bout et plutôt satisfaite finalement que Alpha Condé soit renversé? De toute façon, la communauté internationale est complètement décrédibilisée.
Déjà, en Afrique, l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une belle idée au départ, hein, l'idée de réunir tous les peuples africains dans une même entité, c'est quelque chose de formidable à la base. Mais le problème, c'est que c'est devenu une sorte de club de dictateurs où on se serre les coudes et on essaye de se sauver entre nous. Donc évidemment, quand, par exemple, ces institutions-là ne condamnent pas le coup d'État qu'il y a eu au Tchad, parce que Idriss Déby est le pote de la France et qu'il faut installer son fils au pouvoir, et que tout d'un coup ils se mettent à condamner le coup d'État en Guinée et demander le retour d'Alpha Condé au pouvoir, ça n'a aucune légitimité, ça n'a aucune cohérence et ça n'a aucune légitimité. Et évidemment, on peut parler de l'Union africaine et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais il y a la position de la France. Alors, pour ce qui concerne la Guinée, la France n'a jamais autant soutenu la Guinée que d'autres pays, dictatures en Afrique, notamment au Sahel, comme le Tchad, ou même en Afrique centrale, comme le Congo-Brazzaville. Toujours resté un peu comment dire, à distance de ce que faisait Alpha Condé. Alpha Condé est un membre de l'Internationale socialiste, des réseaux socialistes. Donc quand il est effectivement arrivé au pouvoir, il a entretenu de bonnes relations avec François Hollande, sous tout le quinquennat Hollande. Finalement, il y a eu des relations plutôt cordiales entre la France et la Guinée. Il y a une petite coopération militaire que la France a continué à maintenir vaille que vaille, malgré la répression, malgré la dictature, avec le régime d'Alpha Condé. Et puis surtout, il y a eu une coopération économique. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a remercié ceux qui l'avaient aidé à accéder à ce pouvoir, notamment Bolloré. Il a donné la concession du port de Conakry, qui est un grand port en Afrique de l'Ouest, au groupe Bolloré. Il y a aussi eu, et c'était une de mes enquêtes pour le média, des entrepreneurs français qui ont fait fortune dans les mines guinéennes en faisant une sorte d'opération financière miraculeuse, en investissant 1 000 euros et en récupérant plusieurs dizaines de millions d'euros sur un gisement de bauxite, finalement, qu'ils avaient revendu à une société qui s'appelle la Société minière de Bokeh, qui là aussi est une création d'Alpha Condé, puisque c'est une entreprise à capitaux chinois et singapouriens, dirigée par des Français, donc une sorte d'alliance entre la Chine-Afrique et la France-Afrique, avec notamment à leur tête le président du conseil d'administration qui s'appelle Fadi Wazni, qui était considéré comme le grand argentier d'Alpha Condé, très proche d'Alpha Condé. D'ailleurs, un homme d'affaires, un jour, qui a témoigné contre lui, louait des avions à Alpha Condé et se rendait compte que le monsieur qui réglait les factures des locations d'avions, c'était Fadi Wazni. Et donc, cette société qui a été créée en 2014, en 2-3 ans, est devenue le premier producteur de bauxite de Guinée. Mais pourtant, la situation des Guinéens n'a pas changé. Et même dans la région minière de Bokeh, la population croupit dans la misère la plus noire. Il y a même eu des émeutes où les habitants de Bokeh se sont révoltés contre les sociétés minières qui finalement ne sont là que pour faire du profit, que pour piller les richesses de la Guinée, tout sortir dans les paradis fiscaux et redistribuer une petite partie au clan Condé. Et ça serait, je pense, intéressant que, effectivement, il faudrait peut-être faire, à mon sens, le procès d'Alpha Condé, ça sera aux Guinéens ou à la Cour pénale internationale de décider, mais il faudra faire aussi le procès de ces grands oligarques miniers qui ont accompagné le régime d'Alpha Condé, qui l'ont soutenu, qui ont aussi financé sa répression, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer la nature criminelle de ce régime-là. Et demain, peut-être que les leaders de la société minière de Bokeh pourront être amenés à rendre des comptes. D'ailleurs, c'est assez marrant, puisque suite à mon enquête, qui avait été confirmée par ailleurs dans Libération, la société minière de Bokeh a posé une plainte en diffamation contre moi. Donc ça va peut-être être jugé dans quelques mois. C'est typique d'une procédure bâillon, tels que le font par exemple le groupe Bolloré quand on fait des enquêtes sur ses activités troubles en Afrique. Et donc la société minière de Bokeh a porté plainte pour moi en disant que j'avais gravement porté préjudice à l'image de la société minière de Bokeh. Moi, je pense que cette société-là porte plutôt préjudice à 13 millions de Guinéens depuis bien trop longtemps. Mais en tout cas, ça montre à quel point, finalement, ces groupes miniers ont permis au régime d'Alpha Condé de prospérer pendant des années et de faire preuve d'autant de violence. On parlait un peu des intérêts justement de la France. La France a aussi condamné le coup d'État qui a eu lieu donc en Guinée. Tu penses que cette condamnation elle vient aussi justement de tous les intérêts économiques qu'il y avait, notamment avec Alpha Condé? Oui. Je pense qu'effectivement, on a eu des liens
assez trouble avec Alpha Condé sur ces questions de mines, notamment de mines de bauxite, puisque l'affaire pour laquelle j'avais enquêté aux médias, ces 2 jeunes entrepreneurs qui avaient fait fortune dans les mines, ils étaient parrainés quand même par des grands noms français, notamment Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva, Xavier Niel, le patron de Free. Donc on se demande si finalement il n'y a pas de l'argent qui serait revenu en France et qui aurait pu servir à quelques campagnes électorales, comme c'est de coutume. Finalement, l'argent sale qui vient d'Afrique a toujours financé la vie politique française. Et ça a des impacts réels ici, puisque une des filiales de la société minière de Bocquet, dont je parlais tout à l'heure, a racheté l'usine d'alumine de Gardanne, donc usine historique qui appartenait avant au groupe Péchinet. Et ce dossier, on en avait fait une enquête aux médias avec Théo Cazenave, était assez étrange, puisque le groupe Rothschild, qui avait fait une évaluation de l'ensemble des offres qui avaient été déposées pour reprendre cette usine-là, avait jugé que l'offre déposée par la filiale de la SMB, qui s'appelle l'UMS, était la moins bonne. Et pourtant, le tribunal de commerce a décidé d'autoriser la reprise de cette usine de Gardanne par cette société guinéenne, avec le peu de garanties qu'on a, puisque au-delà des questions de corruption, il y a des questions environnementales. Il y a eu un rapport d'Human Rights Watch qui dit que dans la région où on exploite la bauxite en Guinée, c'est une catastrophe environnementale. Là, la SMB, la société minière de Bocquet, était en train de construire un chemin de fer sans études environnementales préalables, en mettant en danger des espèces protégées, notamment des espèces de chimpanzés. Donc c'est véritablement une catastrophe pour la Guinée et pour les Guinéens. Et c'est vrai que le nouveau régime devra faire finalement le ménage. À l'époque d'Alpha Condé, on avait remis à plat tous les permis miniers, avec d'ailleurs l'aide de Tony Blair et George Soros. Bon, très bien, c'était une super idée, mais en fait finalement, on a confié ces permis miniers encore plus corrompus que ceux qui étaient avant. Et les Guinéens n'ont pas vu la couleur de ce qui est la richesse de leur sous-sol. Et la France continue à fermer les yeux. Je sais que, par exemple, quand il a été question au niveau de la Commission européenne de prendre des sanctions contre Alpha Condé et sa garde rapprochée qui menait une terrible répression contre sa population, c'est la France qui a bloqué ces sanctions. Donc on a beau jeu de dire aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit oui, mais vous savez, Alpha Condé n'a modifié sa constitution que pour garder le pouvoir. Bon, tout ça, ce sont de belles paroles, ce sont de belles déclarations d'intention, mais on n'a jamais suspendu la coopération militaire, on n'a jamais suspendu la coopération économique, on a continué à soutenir ce régime vaille que vaille, et peut-être que ça s'explique par des intérêts cachés, notamment ces questions minières et ces entreprises chinoises avec des personnalités françaises qui investissent à la fois en Guinée et en France. Merci Thomas d'être venu nous parler de la situation en Guinée sur le plateau du Média, et puis on essaiera de continuer à suivre le dossier avec toi du coup. Merci. Merci. Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1700 contributeurs sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.